Bonjour et bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast destiné à faciliter le retour en entreprise après un burn-out. Je suis Marilyn Combalou et je suis coach, consultante, formatrice et je suis votre allié contre le burn-out. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le sujet du retour en entreprise après un burn-out est parfois difficile pour le salarié et complexe pour l'entreprise qui peut se sentir désemparée. Je vais donc partager ici des clés de compréhension et des pistes intéressantes pour réussir le vôtre ou accompagner celui d'un collaborateur. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Adrien Chignard, qui est psychologue du travail et fondateur du cabinet Sens et Cohérence. Et Adrien est également auteur de plusieurs livres, dont le plus récent est un livre de contes pour enfants qui explique ce qu'est le burn-out. Et d'ailleurs, Adrien, je trouve le titre très joli, à savoir la petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase. Je vous en demanderai sûrement un peu plus tout à l'heure parce que j'aime beaucoup ce titre. Mais je vais vous laisser en parler plus en détail. Donc, bonjour Adrien. Bonjour Marilyn. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans mon podcast Welcome Back to Work et je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Et avant de commencer, pouvez-vous dire aux personnes qui nous écoutent un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites? Eh bien, je suis un psychologue du travail de 41 ans, père de deux enfants. Ma compagne est psychologue et je suis un garçon monocompétent. Je ne sais faire que de la prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. Globalement, je suis quelqu'un qui gagne à être méconnu. Il faut en général pas me voir trop souvent. C'est une bonne nouvelle quand on me dit adieu au lieu de me dire au revoir, puisque le but, c'est de développer chez les personnes que l'on accompagne ou les entreprises, les organisations du travail que nous aidons, c'est de développer de l'autonomie, non de l'hétéronomie. C'est de leur apprendre à se passer de nous et à mettre en place des réflexes sains pour faire en sorte que la performance soit restaurée. Notre idée est de faire de la santé un levier de performance des organisations, puisque la seule vocation d'une organisation, c'est de produire de la valeur ou du service. Et pour ça, il faut être en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. On nous trouve comme adjuvants de toutes celles et ceux qui ont compris que la santé mentale est un outil au service de la raison d'être et de la pérennité des organisations du travail dans lesquelles nous évoluons tous. Ok. Alors justement, le titre que vous avez donné à votre livre, pourquoi cette petite goutte d'eau qui fait déborder le vase? En fait, l'histoire, elle est relativement simple. J'ai la chance d'être expert pour un magazine qui s'appelle Psychologie Magazine et une de mes journalistes préférées qui s'appelait Margot Rambert me posait la question un midi lors d'une interview sur le déni de burn-out. Qu'est-ce qui fait que certains refusent d'entendre les manifestations du corps et parfois de l'esprit? Et, 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 et en me promenant pendant l'interview, je lui ai dit, mais tu sais, le burn-out, c'est l'histoire de la petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase. Et elle a pris la balle au bond tout de suite et m'a dit, mais il faut vraiment que tu en fasses quelque chose de cette expression. Et quand j'ai raccroché, j'ai pris mon téléphone et j'ai dicté une petite histoire en me disant, tiens, je la raconterai bien à mes enfants, cette petite histoire. Et il se trouve qu'elle a été envoyée à l'éditeur quelques heures après et que l'éditeur a rappelé dans la soirée en disant, c'est super, on vous éditez l'éditeur, c'était Fayard. Donc Super. l'histoire est plutôt jolie Ouais. et c'est vraiment cette idée, si vous voulez, de ces émotions qui nous traversent au moment où on vit cet épuisement, cet effondrement psychique, parce qu'on nous rebat régulièrement les oreilles dans le monde du travail. Il faut inspirer, il faut être enchanté, il faut être heureux, joyeux, il faut être euphorique, enthousiaste. Mais moi, je suis parfois traversé par d'autres émotions et comme tous les êtres humains, parfois j'ai peur, parfois je suis en colère, parfois je suis frustré. Toutes ces émotions, elles ne sont pas négatives, elles sont pénibles, mais c'est pas la même chose parce qu'en fait, elles ont une fonction, Marilyn, dans la survie de l'espèce. Et en fait, dans l'épuisement professionnel, dans le burn-out, on est bien plus souvent traversé par la culpabilité, par la honte, par la colère que par la joie et l'enthousiasme. Et l'histoire de la petite goutte d'eau qui s'en voulait d'avoir fait déborder le vase, c'est l'histoire justement de cette goutte qui a trop s'être passionnée pour un travail qui finissait par ne plus avoir de sens pour elle, par un travail qui générait de l'épuisement et pas de la fatigue. Et si ça vous intéresse, je différencierai tout à l'heure les deux paradigmes. Euh,
Elle a fini par s'épuiser, puis elle s'en est voulu parce qu'elle a pensé qu'elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on lui demandait. Mais ça, en psychologie, ça s'appelle une erreur fondamentale d'attribution. On fait tous ça. On a tous le sentiment, pour nous-mêmes ou pour les autres, que nous sommes les seuls et uniques auteurs slash responsables de ce qui nous arrive. Mm. Mais imaginons, Marilyn, que vous ayez pour projet demain d'aller tenter un semi-marathon dans le Sahara et qu'au moment du 10e kilomètre, vous soyez en sueur complètement trempé. Vous diriez-vous à ce moment-là, je suis complètement trempé, j'ai un problème dans mon système de thermorégulation corporelle? Bien sûr que non. Vous vous diriez, bah, c'est normal que quand on fait un footing et qu'il fait 40 degrés dehors, on soit en sueur, et ce serait évident, parce qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux, nous appartenons à un environnement, et trop souvent dans l'épuisement, dans le burn-out, on a l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur, et on questionne nos qualités intrinsèques sans questionner les conditions environnementales dans lesquelles on évolue. Et une chose est sûre, la culpabilité, dans ce cas-là, elle est indue, elle est illégitime, c'est normal de la ressentir, mais c'est la double peine. Non seulement on ne va pas bien, mais en plus de ça, on se prend une chape de culpabilité en plus qui altère en tout cas la rapidité de la rémission. Je suis vraiment heureuse que vous posiez déjà ce contexte, parce que c'est vrai qu'on se rend compte, notamment moi je vois avec les personnes qui me contactent, que comme vous dites, il y a beaucoup de honte et de culpabilité pour les personnes qui vivent un burn-out et qui ont l'impression d'avoir vraiment failli pour leur entreprise et qui ont en plus honte et s'en veulent d'être arrêtées et voudraient revenir vite, vite, vite au travail parce elles abandonnent l'équipe, hein, c'est plutôt les termes, et qu'elles pensent qu'on a besoin d'elles et qu'elles doivent se dépêcher de revenir. Donc, je suis heureuse qu'on aborde ça dès le départ, en fait, avec justement cette combinaison de facteurs individuels et de facteurs organisationnels qui font que ça crée le burn-out et que c'est pas uniquement des facteurs individuels qui créent le burn-out. Absolument pas. Et moi, c'est ce que je dis régulièrement, c'est que le burn-out, c'est l'expression individuelle d'une problématique organisationnelle. Mais celui qui est tombé parce qu'il a trébuché, il n'est pas tombé ou il n'est pas trébuché parce qu'il ne savait pas marcher. Il est tombé parce que le sol était pourri. Et c'est cette espèce de novlangue assez néolibérale qui est problématique, c'est-à-dire qu'on nous laisse imaginer que nous sommes toujours les acteurs de notre propre vie. Mais c'est pas parce qu'on est acteur de sa propre vie qu'il faut pas un très bon metteur en scène de notre propre vie. Et en situation de travail, quoi qu'on en dise, et c'est le 41-21 du Code du travail, le salarié est un acteur, mais le metteur en scène, c'est l'employeur. C'est-à-dire que si on ne donne pas aux uns et aux autres des conditions d'exercice de l'activité qui leur permettent de travailler en sécurité, alors il n'y aura pas d'efficacité. Ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. La responsabilité de l'employeur n'invalide pas la responsabilité de l'individu. Parce que si Marilyn, vous décidez demain de courir dans les couloirs avec un cutter ou une paire de ciseaux dans les mains et que vous esquintez l'intégrité physique d'un collègue, alors là, vous aurez une responsabilité individuelle. Mais on est sur une ligne de crête entre deux abîmes, entre la responsabilité individuelle et la responsabilité organisationnelle de l'employeur. Simplement, n'oublions pas que le contrat de travail est un lien de subordination. Et alors, c'est celui qui est en situation de pouvoir, l'employeur, qui a la primeur ou la primauté de l'obligation. Il doit fournir à ses collaborateurs un environnement de travail sain et aux collaborateurs derrière de prendre aussi leurs responsabilités par rapport à leur activité. Et donc, c'est la raison pour laquelle celles et ceux qui imagineraient que le burn-out n'est l'apanage que des faibles n'auraient pas compris ce que sont les déterminants psychologiques de l'engagement, puisque toutes celles et ceux qui s'épuisent sont toujours celles et ceux pour lesquels le travail a une place très centrale dans la vie et qui sont très engagés. Ceux qui n'en ont rien à faire ne s'épuisent jamais. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous dites. Alors justement, en préalable au sujet du retour, hein, qui est l'objet de ce podcast, je voulais savoir, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il existe une entreprise, une administration ou une association qui ne soit pas exposée aux risques psychosociaux? Alors, je vais vous répondre en taquinant. Toutes les entreprises, les organisations du travail dans lesquelles on ne travaille pas ne sont pas exposées aux risques psychologiques. Ok. Et alors, je pense que vous avez compris le sens de mon message. Si un jour, mes enfants viennent me voir en me disant, écoute, papa, j'aimerais être amoureux toute ma vie, mais rassure-moi quant au fait que je ne vivrai aucun conflit.
Mm. Je leur dirais, écoute, mon amour, tu vas au-devant de grandes déconvenues et tu passeras ta vie soit déçu, soit célibataire. Parce que le conflit, il est consubstantiel aux histoires d'amour, tout comme les risques psychosociaux sont consubstantiels aux histoires de travail. C'est parce que l'on travaille que l'on prend des risques, mais une chose est sûre, Marilyn, et pour tous nos auditeurs, c'est parce que vous vivez que vous prenez un risque. Mais est-ce que le fait de vivre ce risque invalide la possibilité ou la joie qu'on a de vivre? Il me semble que non. Je prends le risque ce soir, en allant chercher mes enfants en vélo à l'école, de me faire renverser. Est-ce que pour autant mes enfants vont passer la nuit à l'école? Je vous garantis que non. Mais c'est la raison pour laquelle c'est toujours le déni qui nous ralentit et la lucidité qui nous fait avancer. Il ne s'agit pas de se mettre sur le dos, d'attendre la mort en pleurant, en disant mais quelle tristesse ces risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est triste, mais c'est pas tragique. Ce qui est tragique, c'est que vous, moi, toutes celles et ceux qui nous écoutent, même si on mange tous 5 fruits et légumes par jour, Marilyn, on va mourir. Mm. Ça, c'est tragique. C'est le tragique de la vie. On en connaît la fin. Pas la date, mais on connaît la fin. Ça, c'est tragique parce que quoi que vous fassiez, ça ne changera pas l'issue. On changera le moment, mais pas l'issue en tant que telle. Ça, c'est tragique, mais les risques psychosociaux, c'est triste, mais c'est pas tragique. Parce qu'on peut en changer l'issue, parce qu'on a des leviers, parce que nous avons dans les mains des possibilités d'agir qui font qu'on va pouvoir non pas les arrêter, non pas les stopper, mais les identifier et les maîtriser, tout comme les conflits dans un couple. Celles et ceux qui sont amoureux savent comme moi que on peut éteindre des conflits, on peut apaiser les tensions, mais d'autres reviendront. Mais c'est pas grave. Ce qui fait la maturité d'un couple, c'est pas de ne pas s'engueuler, c'est de savoir dépasser les conflits pour restaurer de la sérénité à deux. Et ben, dans les entreprises, dans les organisations, il y aura toujours des risques psychosociaux parce qu'on y coopère, parce qu'on y produit du service, de la valeur. Bien sûr, chez Sens et Cohérence, moi je dirige un cabinet, on est 33 personnes. Nous vivons des risques psychosociaux. Sur les 33 facteurs de stress au travail, moi-même, je dois en avoir 5 ou 6 quasiment constamment. Mais je les reconnais, je les gère et je mets en place des solutions qui visent à les rendre, on va dire, moins désagréables au quotidien. Les risques psychosociaux, on en a quand on travaille. Merci. Là, au moins, c'est clair pour tout le monde. Et c'est vrai que du coup, c'est pas la peine de se cacher en se disant que dans son entreprise, on n'a pas de risques psychosociaux, même si on a le sentiment que ça se passe plutôt bien par ailleurs. C'est ce que je dis parfois de façon un petit peu inélégante, et je suis désolé pour le propos, mais j'ai toujours que nier l'existence des risques psychosociaux, c'est comme rentrer son ventre à la plage. Non seulement ça ne te fait pas vraiment perdre tes kilos, mais en plus tu passes pour un con devant tout le monde. Bah, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que, euh, vous savez, retenir nos larmes, ça ne nous rend pas moins malheureux. Mm. Dissimuler la réalité nous empêche simplement de pouvoir agir à son sujet. Mm. Et reconnaître l'existence des risques psycho, reconnaître que le stress, ça fait partie du quotidien professionnel, c'est pouvoir se dire, OK, bah, on va pouvoir le gérer. Mais c'est ni plus ni moins que ce que l'on appelle un contrat de sécurité psychologique. Un climat, pardon, de sécurité psychologique. Un climat de sécurité psychologique, c'est quoi? C'est quand on peut dire sa vulnérabilité, ses difficultés. Pas juste, je suis en train de divorcer, mon gamin s'est cassé la cheville, c'est pas ça. Mais je suis pas d'accord avec la nouvelle orga, j'ai pas les ressources qu'il faut pour bosser, j'en ai marre que mon manager soit à Hong Kong. Enfin, des choses de la vie quotidienne que les gens vivent, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles moi je passe, et pouvoir dire sa vulnérabilité, sa difficulté, les trucs qui nous saoulent au quotidien, bah, c'est justement un déterminant de la performance. Mm. Si, là encore, je reprends l'image du couple, si vous n'autorisez jamais à la personne que vous aimez de partager ses frustrations, ses inquiétudes ou ses agacements, je vous promets une histoire d'amour relativement intense, mais courte. Parce que c'est le fait de pouvoir aborder les sujets qui nous permettent collectivement de les faire exister pour mieux les résorber, toujours. Ce qui veut dire quand même que quand on parle de sa vulnérabilité, il faut qu'on ait quand même face à soi quelqu'un qui soit suffisamment mature, je dirais, se dire que c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on peut pas progresser ou avoir un autre poste dans l'entreprise et juger la vulnérabilité comme une faiblesse, hein, ce qui peut être le cas pour certains. Bah, en fait, si on veut en parler à son manager, puisque je comprends Mm, entre les lignes que c'est ce dont il est question ici, moi, je suis plutôt un amoureux des lettres et pour moi, un manager, dans la langue française, c'est un responsable. mm. Donc, si on veut en parler à un responsable, on peut se questionner, tiens, dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est qu'un responsable?
Bah, dans le dictionnaire, la personne qui est responsable, c'est celle qui reconnaît ses erreurs. Moi, Marilyn, mon fils va avoir 4 ans au mois de décembre. Il peut lui arriver de temps en temps d'aller fureter dans le placard prendre du chocolat. Il en a partout autour de la bouche et je lui ai dit, Louis, tu viens de manger plein de chocolat. Il me dit, ah non, il n'est donc pas responsable parce qu'il a 3 ans et demi. Et je vous jure que je n'emploie pas des enfants dans mon cabinet. Eh bien, nécessairement, il n'est pas responsable parce qu'il ne reconnaît pas son erreur. Mais un manager, si c'est un responsable, il est donc dans la nécessité, dans l'exercice de son rôle, de ce qu'il a accepté comme mission, de savoir reconnaître ses erreurs ou le caractère imparfait. Mais parce que toutes les organisations sont imparfaites. Parce que aucun management n'est parfait. Il y a 3 trucs qu'on est sûr de foirer tous un peu dans notre vie, Marilyn. L'éducation de nos enfants, la conduite du changement et le management. On est sûr qu'on ne sera jamais parfait sur ces 3 sujets-là. Mais reconnaître son imperfection, reconnaître qu'il existe dans l'organisation des angles morts, c'est l'essence même d'un manager. C'est-à-dire que si en tant que manager, tu es là que pour célébrer les succès, t'es pas un manager, tu es une planche pourrie. Tu es le copain qui n'est là que lorsqu'il y a du champagne dans le frigo et un barbecue chaud, mais qui le jour où il faut aller porter une commode à un déménagement, se fait toujours porter pâle. T'es pas un copain, tu es un profiteur, t'es pas un manager, tu es un profiteur. Alors effectivement, ça implique le climat de sécurité psychologique d'avoir en face de soi un manager qui est en capacité à assumer son rôle. Mais là encore, attention à ce que je dis. Parce qu'on ne peut pas dire que le burn-out, ça n'est jamais quelque chose d'uniquement individuel et dire que la prise en considération de la souffrance d'autrui, ce serait quelque chose de prétendument uniquement lié aux caractéristiques de personnalité du manager, parce que ce n'est pas vrai. Parce que manager, c'est difficile. Moi, je suis manager, je trouve que c'est compliqué de manager. Alors, pour que le manager soit en capacité à entendre ça, il faut qu'il assume son rôle, mais comme il est lui aussi un être humain, et au travail un être humain en situation de subordination contractuelle, il faut qu'on lui donne les moyens d'assurer ce rôle aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit formé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit soutenu, ça veut dire que lui-même, s'il est saturé émotionnellement, il n'aura pas la faculté à accueillir les émotions d'autrui. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se garde tous de faire des injections de moraline aux managers, tu dois, il faut. Il faut soutenir les soutiens des équipes. La seule fois qu'on peut regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Et ben, ne regardons pas les managers de haut, sauf si c'est pour leur tendre la main et leur expliquer, leur montrer, les former, leur donner les moyens d'assumer leur rôle. Parce que c'est facile de dire que les managers sont pas bons, surtout quand on ne leur donne pas les moyens d'exercer leur mission correctement. Complètement d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai un certain nombre de managers qui me contactent et de RRH aussi, et qui sont en souffrance parce que, ils n'ont pas les moyens pour faire ce qu'ils voudraient faire. Donc, c'est pas toujours évident. Mm. Mais parce qu'on voit depuis un certain nombre d'années l'activation de moi, ce que j'appelle le mode MacGyver. Et pour ceux de ma génération qui ont connu MacGyver, il fallait, avec 3 cure-dents de bout de ficelle, produire un catamaran. Et là, de plus en plus, dans les fonctions qu'on appelle support, dans les fonctions dont on dit qu'elles sont des centres de coût et pas des centres de profit, ce qui est une hérésie managériale, ce type de discours, parce qu'en plus, c'est méconnaître complètement en quoi ces fonctions, elles sont des instruments au service de la pérennité et de la production de valeur. Mais on crée des centres de services partagés partout, on éloigne les RH des populations, on fait en sorte que les personnes de la paye qui étaient dans les usines, elles se retrouvent dans un centre call center à Courbevoie. Et donc, bah oui, vous êtes en usine, vous êtes au Creusot, vous êtes à Gap, vous êtes à Roubaix, vous avez un problème sur la fiche de paye, et bah, il faut envoyer un ticket à quelqu'un qui va vous envoyer un mail. C'est la meilleure façon. En fait, on recrée. On s'est moqué pendant très longtemps en France de la CAF, de la CPAM, de tout ça. En fait, on a créé ce que ces organisations du travail étaient il y a 30 ans, parce que eux se sont modernisés et nous, on a reculé dans les façons de fonctionner. Et le ticketing dans l'informatique ou le fait d'avoir soustrait à ces fonctions les capacités opérationnelles de travailler correctement, en fait, on a pensé faire des économies, mais on a fait des économies de bout de chandelle. On a fait les apothicaires ou les boutiquiers. Et comment voulez-vous, une fois que vous avez privé les personnes de leur faculté à travailler correctement, on a généré du management empêché, de la qualité empêchée, et ensuite on paye des types comme moi pour dire, s'il vous plaît, ils sont démotivés, ils vont pas bien, il faut les aider. Mais plutôt que de payer des types comme moi, donnons aux personnes qui travaillent les moyens de faire leur boulot, et je vous jure, ça va beaucoup mieux se passer, hein. D'ailleurs, la bonne nouvelle, parce que je ne veux pas imaginer, je veux pas laisser imaginer que je suis un Cassandre, en fait, moi, je suis très enthousiaste, même parfois optimiste par rapport à ce qui se passe, parce que dans les entreprises que j'accompagne, moi j'ai la chance d'accompagner presque tout le CAC 40 et le SBF 120, tout va très bien pour nous.
Moi, j'ai plein d'entreprises qui ont compris qu'en fait, c'est en prenant soin des conditions de travail qu'on génère de la valeur, une différenciation par rapport enfin, à la concurrence, et surtout qu'on est attractif. Parce que, Maréline, dans des marchés très matures, ceux qui vendent des yaourts, ceux qui vendent des cartes bleues, des abonnements de téléphone ou des voitures, très sincèrement, si vous savez faire la différence les yeux fermés entre deux marques de yaourts, franchement, je vous félicite. Moi, j'en suis pas capable. Entre deux cartes bleues ou deux abonnements de téléphone, j'en suis pas capable non plus. Parce que ce sont des marchés très matures. Et qu'est-ce qui va différencier ces marchés matures? C'est l'innovation. Sauf que pour innover, il faut être attractif, il faut de la compétence, il faut recruter. Et aujourd'hui, en tout cas en 2024, les salariés français, quel que soit leur âge, contrairement à l'espèce de pata management ou de prêt-à-penser stérile et imbécile qui laisserait imaginer que les générations sont différentes sur le sujet, en fait, personne se lève qu'il ait 50 ans ou 25 aujourd'hui en se disant, tiens, si j'allais vivre dans des conditions de travail pourries. Oui, Et c'est donc, clair. pour pouvoir innover, il faut avoir de la passion, il faut avoir du désir, mais il faut que cette passion et ce désir puissent s'exprimer dans un environnement qui est sain. Tout ça pour dire que là où je suis assez enthousiaste, c'est que moi, j'ai plein d'entreprises qui commencent à réinvestir dans les fonctions qu'elles ont pensées à un moment des fonctions qui faisaient perdre de l'argent, alors que bizarrement, quand elles ont disparu, on s'est rendu compte de tout ce qu'elles faisaient. Vous savez, on dit souvent, on se rend compte de la valeur des gens quand on les perd. Le nombre de grands groupes que j'ai vu virer des assistantes à tour de bras pour qu'ensuite les membres du COMEX fassent eux-mêmes leur réservation d'hôtel et leur réservation de billets de train et qu'on se rende compte qu'en fait qu'un mec, un type du COMEX qui est payé 250 000 balles par an, s'il passe 3 heures par jour à faire sa logistique, en fait, il coûte largement plus qu'un assistant ou une assistante qui aurait fait ça beaucoup mieux, de façon bien plus efficace et de façon beaucoup plus pérenne. Et donc, bizarrement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que toutes ces fonctions de l'ombre, toutes ces fonctions malades de la reconnaissance, quand elles ne sont pas là, on voit combien elles étaient utiles. Ouais, ce que vous me dites, c'est un peu un retour au bon sens aussi, hein. Parce que c'est vrai que là, quand on compare les salaires de l'assistante avec effectivement le membre du CODIR qui est en train de faire ses notes de frais et le temps qu'il passe là-dessus, on se demande presque comment c'est possible en fait. Et puis, il y a plein d'angles morts dans tout ça. C'est qu'on est prêt à virer une assistante qui coûte 35 000 balles par an, brut, non chargé. Euh, on est prêt à virer une assistante qui coûte 35 000 balles par an, mais à côté de ça, on est prêt à faire en sorte de laisser des systèmes de reporting qui sont obsolètes, des SIRH qui ne marchent pas, des VPN sur lesquels on perd une demi-heure à se connecter. On ne renouvelle pas la flotte informatique, ce qui fait que les gens parfois mettent 40 minutes à se connecter le matin en télétravail sur leur temps de travail. C'est-à-dire les gens sont payés pendant ce temps-là. Et moi, je le vois dans les équipes dans lesquelles j'interviens, dans lesquelles il y a beaucoup de burn-out, beaucoup de surcharge durable, l'un étant souvent le corollaire de l'autre. Hein, c'est un des 6 précipitants du burn-out, la question de la surcharge de travail. On questionne le côté people, comme on dit, mais on ne questionne pas les outils dysfonctionnels. Je prends un exemple que vos auditeurs entendront peut-être. J'ai dit que je bossais avec quasiment tous les grands groupes possibles et imaginables, en tout cas sur le site français. Alors, n'exagérons pas non plus, en tout cas avec beaucoup de grands groupes, n'exagérons pas. Je suis toujours halluciné quand j'appelle quelqu'un et qu'il me dit attends, attends, il faut que je trouve une salle pour m'isoler. Et parfois, les gens me rappellent 20 minutes après en me disant excuse-moi, Adrien, toutes les salles sont prises. Je suis dans les toilettes, je suis à la cafette ou je suis sur le trottoir boulevard Haussmann. Mais je me dis mais bon sang, t'as combien d'appels par jour? Bah, une quinzaine. Et je dis à chaque appel, tu perds 10 minutes, 20 minutes. Mais si à chaque appel, tu perds 10 minutes, tu as perdu 150 minutes dans la journée. 2 heures et demie. Moi, je suis chef d'entreprise, hein. Si les gens que je payais, ils passaient 2 heures et demie par jour à marcher dans les couloirs pour trouver un endroit où répondre au téléphone, d'un point de vue de la comptabilité analytique, de mon contrôle de gestion, ça me rendrait malade. Si Mhm. on veut gagner de la productivité, si on veut que les gens bossent, bah, il faut leur libérer les possibilités de bosser. Moi, je vous donnerai quelques exemples sur ce qu'on a mis en place dans mon cabinet, si ça vous intéresse, Mhm. pour que justement tout ça, on le shoot. Bah, justement, ça m'intéresse. Donnez-nous quelques exemples. Nous, moi, je n'ai jamais appris à manager parce que je ne suis qu'un psychologue et donc j'ai utilisé les théories qui existent en psychologie de la motivation et de la santé. Moi, 100% de l'équipe est en télétravail, Mhm. personne au bureau. On se voit une fois toutes les 3 semaines, physiquement. Quand on se voit, on n'a aucune réunion, c'est-à-dire on va marcher 2 heures et demie en forêt, tous ensemble. Et en marchant, on craque les sujets qu'il faut qu'on craque, on discute voilà, des points sur lesquels, voilà, et on s'arrête de marcher quand on a trouvé les solutions. Ensuite, on va se faire un resto et tout le monde rentre chez lui. Et c'est très bien comme ça. On n'a pas le droit aux ordinateurs, pas le droit au téléphone pendant qu'on marche. On n'est pas là pour. Si c'est se voir pour regarder nos ordinateurs et nos écrans, dans ces cas-là, autant se faire un Teams, hein. C'est bien meilleur. Donc nous, on range tout et on va juste se balader, ça nous fait du bien. Moi, j'ai aucun reporting, c'est-à-dire que je suis un cabinet de conseil dans lequel je demande aucun reporting. Je me moque du taux de prod, comme on dit dans le conseil.
Moi, je considère que si les gens sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là, ils savent ce qu'ils ont à faire et c'est pas en les prenant pour des mômes qui vont agir comme des adultes. Et donc, je me fous que certains mois, ils soient à 40% et d'autres à 50%. En fait, je ne contrôle pas, ils ne contrôlent pas non plus. Ce que j'attends, c'est qu'on fasse ce qu'on nous demande et qu'on le fasse correctement. Il n'y a pas de contrôle des notes de frais, zéro. Moi, je considère que les personnes sont responsables, là encore. C'est la confiance qu'on témoigne à autrui qui l'amène à s'en montrer digne. Si tu as besoin de t'acheter un bureau à 450 balles pour bosser chez toi, bah, j'imagine que c'est pour éviter ta lombalgie ou quoi que ce soit. Et si c'est juste parce que tu voulais un bon bureau pour bosser, bah, tu as bien raison parce que moi, j'aurais fait la même chose pour moi. Ça m'est égal. Moi, j'ai quitté pour info. J'ai bossé dans un très grand cabinet de conseil sur les risques psychosociaux connus en France. Ce qui m'a fait partir, au-delà de plein de choses, c'est le jour où j'avais enchaîné une semaine à 4, j'avais bossé 4 jours sur 5 chez mon client au Creusot. Je suis rentré à 22h30 un jeudi soir de mission. Et bah forcément, comme ça faisait 5 jours que j'étais pas à la maison, j'avais rien dans le frigo et je le savais. Et bah je suis rentré et j'ai pris, ça s'appelle le train bleu, enfin en tout cas à l'hôtel qui est Gare de Lyon. Ah oui. Je me suis pris un café gourmand parce qu'il était 22h30 et j'avais envie de me faire un méga café gourmand après une semaine où j'avais rapporté 4 fois 2000 balles à mon employeur. Et j'ai pris un café gourmand à un truc à 13,80 €. La DAF m'a appelé, mon patron m'a appelé en me disant, mais c'est quoi ce truc? T'as que ça. Et j'ai répondu cordialement, si vous voulez qu'on reparle de combien je suis payé par rapport à combien j'ai fait gagner cette semaine, je suis un des 3 plus gros producteurs du cabinet, donc pour 13,80 €, je pense va vite falloir me lâcher. Et que derrière, j'ai eu 4 mails et une réunion, mais je dis, vous vous rendez compte, pour 13,80 €, en termes de temps passé à me justifier pour une bêtise pareille, ça a dû coûter 1200 balles à la boîte, juste avec vos salaires chargés. Mhm. Donc, donc, moi, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de contrôle des notes de frais. Il n'y a pas de contrôle des vacances, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs vacances quand ils veulent. Il y a pas de... Ça changera l'an prochain. Je mettrai juste un petit peu de vacances en août, ça je pourrais expliquer pourquoi. Mais globalement, parce qu'il faut jouer collectif sur les temps forts de l'année. Mais Mhm. globalement, on a fait un management qui est 100% centré sur la confiance. Tous les 3 mois, on prend un universitaire qui nous apprend des nouvelles théories enfin, pour nourrir et stimuler l'intelligence des uns et des autres. Et le taux de turnover est facile à retenir, il est de 0%. Parce que là aussi, si tu veux, si vous voulez, il y a un impensé ou un prêt-à-penser qui vise à dire, oh, tu sais, dans les cabinets de conseil, la durée de vie d'un consultant en moyenne, c'est 18 mois à Paris. Non, c'est 18 mois si c'est pourri. En fait, moi, dans je dis les consultantes sans sexisme, mais parce qu'en psychologie, tu as 90% de femmes, donc forcément, dans mon équipe, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais je pense à Anne, je pense à Marjorie, ça va faire 14 ans qu'on travaille ensemble. Et on est heureux. Tous les ans, on se loue un grand château et on va tous se faire un séminaire pendant 2 jours où on va juste boire des coups, faire des footings, rigoler à la piscine. Enfin, ouais, c'est comme ça qu'on a envie de bosser. On n'est pas Ok. obligé de faire un management par l'hypercontrôle, le reporting ou la suspicion. Quand on Mhm. prescrit la confiance, on récolte de la performance. Quand on prescrit de la méfiance, la seule chose qu'on récolte, ça finit par être de la défiance. Et ça, c'est jamais une très bonne nouvelle pour la motivation. En tous les cas, c'est inspirant, hein. Ça donne envie, hein, vraiment. Ça donne envie vraiment de travailler comme ça. Et je comprends là l'histoire du train bleu, que, que ça donne envie de partir, quoi. Voilà. Tu sais, c'est les petites conduites vexatoires et Mm. on voit que c'est c'est vraiment cette question de la justice procédurale. C'est-à-dire que si à ce moment-là, mon boss m'avait dit, waouh, j'ai vu que tu t'étais fait un train bleu, vu ta semaine, j'avoue, c'est compliqué. Fais gaffe en revanche avec ce genre de truc parce que pour les autres, ça peut donner un exemple qui est pas. Mm. Franchement, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, écoute, je ferai attention aux collègues, je l'ai dit à personne, mais tu vois bien que là, j'ai bossé 4 jours de suite chez le client au Creusot, je suis pas rentré chez moi, j'avais rien dans le frigo. Et c'était pas une question de 13,80 €, je pense, ça m'était égal de payer 13,80 €. Mais c'est le côté, tu te déchires tout le temps, tu es hyper impliqué dans ce que tu fais parce que moi, je ne sais rien faire à moitié et qu'on vienne te casser les pieds pour 13,80 €, bah c'est ouais, c'est ce qui a fait vriller Ouais. et très sincèrement, ça crée une chute considérable de l'engagement où je me suis dit, OK, bah si c'est comme ça, je vais bosser pour moi. Bah, ce qui, quelque part, a été une opportunité. C'était génial. Alors, si on revient au tout début du burn-out et de l'arrêt du salarié. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est que, en tant que manager, quand la personne est arrêtée, comment on peut communiquer avec l'équipe bah, qui est impactée par l'absence bah, du membre de l'équipe, hein, qui est en arrêt, sachant que la personne en arrêt, bah, elle n'a pas forcément communiqué sur la raison de son arrêt, mais bon, il peut y avoir des doutes, mais comment on peut communiquer avec l'équipe parce qu'on va pas rester sans rien dire si on est manager et que quelqu'un est arrêté plusieurs mois.
Premièrement, la question, c'est de savoir si on connaît les motifs de l'arrêt ou pas. Et les questions de santé, en France, relèvent de l'intime. Et Mm, l'intime, par essence, c'est ce qu'on ne montre pas. Ou mm, alors, si on souhaite le montrer, l'actualité récente nous explique combien la question du consentement est essentielle dans les relations. Il suffit de voir les grands procès en cours en ce moment en France. Donc, la santé, c'est quelque chose qui relève de l'intime, et l'intime, on doit consentir à le montrer. Si le salarié le dit, et alors, je ne sais pas, vous, dans les gens que vous accompagnez, moi, je vois très souvent les gens qui ont besoin de le dire, en fait, parce qu'ils ont besoin de faire savoir au reste du monde et à leurs collègues que c'est un burn-out et que globalement, ça va durer longtemps. Lorsque c'est dit, de toute façon, le manager, il doit respecter la volonté du salarié. Il le dit pas, ça, après, c'est le salarié qui décide. Moi, je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est d'être sincère avec l'équipe en disant, bah, écoutez, là, Caroline est arrêtée pendant 3 semaines. Il y a de fortes présomptions sur le... Parce qu'en général, c'est par bloc de 3 semaines que tu es arrêté quand tu es en BO. mm, L'arrêt de travail va sûrement être renouvelé. Moi, je dis toujours dans ces cas-là, c'est un signal qu'on doit prendre collectivement. Parce qu'une personne est tombée, mais toutes sont exposées. mm, Parce que le burn-out, c'est la conséquence de l'exposition de longue durée à des facteurs de stress organisationnel, des facteurs de risque psychosociaux. Et donc, si dans une équipe, quelqu'un est tombé, les autres membres de l'équipe sont aussi exposés aux mêmes facteurs. Et le but du jeu, c'est pas d'avoir les gens qui tombent comme des dominos, enchaînent les uns après les autres, c'est de protéger collectivement la santé. Et donc, un bon raisonnement de préventeur, c'est de se dire, euh, je prends un exemple très simple, tu es dans une cantine scolaire, il y a 2 personnes qui mangent, qui vomissent tout de suite, normalement, t'arrêtes tout de suite. mm, Parce que tu vois bien qu'il y a un problème et que possiblement tu vas contaminer tout le monde avec une nourriture qui a été souillée. Et ben, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on va évoquer avec l'équipe ce qui se passe, dire qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on doit questionner dans nos conditions de travail. On doit réunir l'équipe pour leur faire émerger ce qui, dans leur travail, est le plus explicatif des tensions, du stress, des situations délicates qu'ils vivent dans le quotidien. On va regarder les actions qu'on peut mettre en place, court, moyen, long terme, pour faire en sorte de ne plus exposer l'équipe aux mêmes facteurs de risque. Ça, au moment du retour du salarié, alors soit le salarié veut prendre des nouvelles et dans ces cas-là, vous lui expliquez, soit le salarié ne veut pas prendre de nouvelles et vous le laissez tranquille. Hein, on ne prend pas contact avec un salarié en arrêt de travail. Mais lorsqu'il a sa visite de reprise avec le médecin, la RH et le manager, on lui dit tout ça. On lui dit, bah, on a pris ton arrêt comme une information pour nous tous. Déjà, la culpabilité. Je ne suis pas un gros nul. 2, sense-making, ça a servi quelque chose. C'est horrible, mais au moins, ça aura servi à ça. C'est triste, j'en ai souffert, je m'en souviendrai toute ma vie, mais ça n'aura pas été peut-être complètement vain. Donc, c'est pas toi le coupable, on est collectivement exposé, et en tant qu'employeur, en tant que manager, je me sens responsable. 2, on a mis en lumière les facteurs de stress, on a mis en place des actions qu'on a commencé il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois pour faire en sorte que tu aies un retour au travail sain. Et donc, vous ne pouvez pas d'un côté maudire les conséquences. Oh, c'est triste, Caroline est partie en pleurant, elle est partie pendant 9 mois, et chérir les causes. On ne touchera surtout pas aux conditions de travail. Il faudrait être complètement débile. C'est comme si je te disais, Marilyn, j'ai pris 4 kilos pendant la Covid, j'ai envie de perdre du poids, mais surtout ne questionne jamais ma consommation de chocolat. Bah, tu me dirais, Adrien, t'es pas lucide. Si mm. tu veux un moment maigrir, va falloir qu'on questionne ton alimentation. Si tu refuses, c'est comme si tu veux quand tu vas dans les boîtes dans lesquelles il y a des burn-out en série, des gros problèmes de charge de travail et qu'on te dit, Adrien, avec votre équipe, est-ce que vous pourriez venir nous aider sur la charge de travail en sachant qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est questionner les ressources. Ok, bah dans ces cas-là, vous n'êtes pas prêt. C'est pas grave. Sans regret, on restera bons amis. Mais si vous voulez qu'on parle conditions de travail dans des équipes dans lesquelles l'épuisement est massif, sans pouvoir adresser le sujet des ressources, ça revient à vouloir, on va dire, maigrir sans jamais que quiconque ne questionne votre régime alimentaire. Ça veut dire que vous êtes dans une pensée magique qui est un peu infantile et que vous n'êtes pas prêt à prendre en charge le sujet. Alors, si je reviens sur la question initiale, on réunit l'équipe, on trouve des actions, on prévient la personne qui va revenir, souvent en mi-temps thérapeutique, pour lui montrer que la responsabilité collective et organisationnelle et pas individuelle.
qu'on a déjà pris en considération tout ça collectivement et c'est pas juste le manager dans son coin, c'est l'équipe naturelle, c'est les personnes qui sont exposées au même niveau qu'elles qui se sont exprimées sur les sujets, qu'on a fait un ranking, une hiérarchisation des sujets, qu'on a mis en place quelques actions et que dans son retour, on va lui permettre d'éprouver cette nouvelle organisation pour voir si elle se sent bien avec tout ça. Moi, je trouve ça très intéressant, là, ce qui est... Alors, on se tutoie? On se tutoie, Adrien? Oui, si tu veux, oui. Voilà. Donc, du coup, oui, je trouve ça très intéressant ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, je vois que l'autre jour, j'ai eu une personne justement qui m'a appelé et qui m'a dit, mais je suis revenue en entreprise, j'ai été arrêtée 6 mois, et en fait, je me rends compte qu'ils n'ont rien compris, parce que justement, rien ne s'est passé pendant son absence et elle revient dans des conditions qui sont identiques. Et du coup, là, véritablement, ce qui est en train d'être dit en discutant avec l'équipe et en regardant un petit peu les facteurs organisationnels, ce qu'on peut faire, justement, on est en train de modifier le contexte pour le retour, déjà pour les gens qui sont présents et pour la personne qui va revenir. Mais bien sûr, et là encore, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si dans une cantine scolaire, tu as 3 personnes qui vomissent, si le chef de cuisine dit, ah bah, dis donc, ceux-là, ils n'ont pas l'estomac bien costaud, on se rend bien compte que là, son comportement est à minima délictueux, au pire criminel. Parce que là encore, c'est faire une erreur fondamentale d'attribution, c'est considérer que celles et ceux qui déraillent à un moment sont celles et ceux qui auraient des caractéristiques individuelles moins fortes que les autres. Après, certains me disent, bah oui, mais dans ces cas-là, vous niez l'intersubjectivité, vous niez les différences interindividuelles. Non, bien sûr qu'on a tous des différences interindividuelles. Enfin, bien entendu, tu es plus fragile quand tu es en train de divorcer que quand ton couple va bien. Tu es plus heureux quand ton fils vient d'avoir son bac que quand ton fils est à la maison en disant qu'il arrête ses études à 16 ans. Enfin, je veux dire, nécessairement tout ça. Mais c'est pas ça le sujet. Toute chose égale par ailleurs, scientifiquement, si on arrête les opinions et qu'on met des arguments, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on neutralise cette dimension des conditions de vie individuelles, certaines conditions de travail altèrent davantage la santé que d'autres. Moi, je ne demande pas à l'employeur de régler les problèmes de divorce de ses salariés. Enfin, ça ne le regarde absolument pas. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait questionner. Ce que l'on demande à l'employeur en termes de prise en charge des situations individuelles et du délire. Les gens qui me disent, ah, du coup, on leur donne du pilate, des machins, des salles de sport. Mais on s'en fout. Paye les plus pour qu'ils aillent au pilate avec leurs potes. Ils n'ont pas besoin de faire du pilate au boulot. Le sujet est là. Faisons en sorte que les gens aient des vies extra-pro de qualité plutôt que de rester au boulot pour faire du pilate jusqu'à 23 heures. Pas ça le sujet. Si on veut que le travail ait la bonne place, enfin, qu'il ait sa juste place, il ne peut pas avoir toute la place. Et donc, c'est en permettant d'avoir un équilibre des vies sains qu'on a des facteurs ressources, là encore, qui permettent à l'entreprise d'être profitable. Enfin, moi, je n'ai aucun problème en tant que psychologue à dire que la seule vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur, parce que moi, je suis chef d'entreprise aussi. Ma boîte, Sens et Cohérence, elle vend de la psychologie pour grandir, pour croître, pour payer ses salariés, pour partager de la valeur, pour que je me paye moi. Enfin, j'ai aucun problème avec la vocation d'une entreprise. Simplement, pour que ça fonctionne, il faut des gens en bonne santé. Et des gens en bonne santé, ben, ce n'est pas des personnes qui passent leur vie à s'esquinter ou à hyper consommer des services qui n'ont rien à faire en situation de travail. Ok, donc ce qui veut dire que ce qui est des fois développé dans les entreprises d'un point de vue QVT, QVCT, n'est pas forcément adapté selon toi. Jamais, ça fait 18 ans que je fais mon métier, Marilyn. Personne n'est jamais venu me voir avec une tension à 19 en pleurant, en me disant j'espère qu'ils vont laisser la conciergerie à l'entrée. Jamais. Jamais. Parce qu'on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Mais parce qu'en fait, on a différencié enfin, on a du mal à différencier deux paradigmes, ce qui est sain et ce qui est agréable. Je ne dis pas que c'est désagréable d'avoir une corbeille de fruits, une conciergerie, un gardien, quelqu'un qui te prend ton colis. Enfin, en vrai, c'est cool. Moi, j'ai rien contre ce qui est agréable. Je suis pas le dernier à aimer manger un fruit ou à avoir la poste en bas de mon immeuble. Je trouve ça hyper cool. Mais c'est pas de la QVT. C'est pas de la cuvée, c'est de la cuvée achetée. Achetée par la fenêtre et achetée hors travail. Et d'ailleurs, on a prouvé, hein, les études américaines, elles montrent qu'à chaque fois qu'on met ça en place, non seulement ça ne génère aucun gain de santé physique et mentale, mais en plus, bien souvent, ça crée de l'amertume chez les salariés qui voient qu'on dépense une blinde dans des services comme ça, alors que ça fait 3 ans qu'ils demandent d'avoir un nouvel écran parce qu'il y a des pixels cassés sur le leur, qui s'esquintent les yeux et qui ne voient rien quand ils ont à faire de la compta et que ça les agace. Donc, différencions le sain et l'agréable. Les deux sont importants, mais il faut d'abord du sain et ensuite de l'agréable. Avant de mettre une cerise sur le gâteau, il faut déjà de la farine et des œufs pour faire le gâteau. Sinon, tu as juste une poignée de cerises et tu passes pour un con. Et ben, c'est un peu ce qui se
passe quand on met en place des projets de QVT qui sont des projets de QVT qui sont périphériques à la nature même de l'activité. Mais là encore, bon, c'est pas un raisonnement révolutionnaire, c'est un raisonnement au contraire de type qui gère une boîte. Pour que mes salariés soient performants, il faut qu'ils aient les conditions pour incarner la compétence pour lesquelles je les paye. Je ne les paye pas pour aller à la poste en bas et pour se kiffer, aller faire du pilates, je m'en fous de ça. Je les paye pour qu'ils utilisent leurs compétences pour que mon entreprise produise de la valeur. Sauf que comment tu peux incarner ta compétence, ce qui va créer de la valeur, hein. Si les gens connaissent l'économie, une entreprise, c'est une chaîne de valeur. Tu fais rentrer 3 et tu fais ressortir 6. Normalement, c'est ça le but du jeu. C'est de créer de la valeur par la mise en musique des compétences collectives. Sauf que la mise en musique des compétences, pour que les notes soient écrites, à un moment, il faut une partition. Bah, notre job, c'est de fournir la partition. C'est pas de mettre du parfum dans l'air. Oui, d'ailleurs, de toute manière, quand tu discutes bien souvent avec des personnes qui sont en burn-out, comme tu le disais tout à l'heure, on parle de qualité empêchée, de manque de moyens et pas de choses qui peuvent être jugées accessoires, tout en étant agréables, comme tu viens de le dire. C'est ça. Et là encore, ne nous faisons pas dire ce que nous n'avons pas dit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être les austères qui disent il faut que les écrans, machin, pas d'agréable. Moi, c'est une question de hiérarchisation des priorités. C'est-à-dire, on met d'abord des conditions propices à l'exercice de l'activité, et lorsque tout ça est fait, alors pourquoi pas, moi j'ai des clients dans les grands boulevards à Paris ou un petit peu partout en France. Bah, quand j'arrive, qu'il y a une super machine à café, qu'il y a des petits croissants, qu'il y a des kiwis, bah, je ne suis pas le dernier à en manger un et je trouve ça cool. Enfin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que ça existe. Le problème, c'est que ça prenne la place d'éléments qui sont essentiels, Mm. alors que ceux-là sont secondaires. Très bien. Je voulais te demander, donc, pour quelqu'un un salarié donc, qui est en burn-out, qui s'est fait accompagner, il a récupéré son énergie, il a pris du recul et donc il a fait un travail sur lui. Et au moment du retour, là maintenant, quand il est prêt à revenir, quand il en a parlé avec son médecin traitant ou son psychiatre, et que la personne est au moment de revenir dans l'entreprise, comment l'entreprise et le salarié peuvent se préparer pour que le retour se passe dans les meilleures conditions? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Premièrement, la personne qui a fait un burn-out et qui s'apprête à reprendre son job dans la même équipe, elle va quasiment systématiquement vivre ce qu'on appelle de l'anxiété anticipatrice. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus mal dormir, elle va avoir des symptômes anxieux, elle va avoir un peu d'oppression abdominale, des difficultés à respirer, un peu plus de tension juste avant de reprendre. C'est normal, c'est complètement normal, pas au sens d'agréable, mais au sens de commun, au sens de régulier, au sens de presque systématique, et c'est pas grave. L'erreur qu'on fait tous dans ce genre de situation, c'est de penser qu'il faut se retaper à 100% pour reprendre le boulot. Ça n'existe pas. On se retape à 80% et les 20 derniers pourcents, on se les retape au boulot. Pourquoi? Parce que le burn-out, c'est quelque chose de professionnel. Et en fait, il faut retrouver un rythme de vie sain en situation de travail. Et tant qu'on n'est pas en situation de travail, on ne peut pas réappréhender un quotidien professionnel qui nous permette de restaurer notre santé, de trouver de nouveaux repères. Donc, c'est normal parce qu'en plus, le dernier souvenir qu'on a du travail, c'est le souvenir de la chute. C'est le souvenir de la décompensation psychique. Et donc, quand le dernier souvenir que tu as de quelque chose, c'est un souvenir douloureux, pour certains, ça peut générer des traumas, bah, nécessairement, le fait de revenir, enfin, si tu mets la main sur la plaque chauffante, bah, quand tu vas rallumer le four ce soir, tu vas faire gaffe, tu vois ce que je veux dire? Parce que la dernière fois, tu t'es brûlé, là, cette fois-ci, tu vas être particulièrement vigilant et ça peut te stresser un petit peu. C'est complètement logique, ça veut dire que ton cerveau te protège. Pour faire en sorte de dépasser l'anxiété, hein, on parle de anticipation anxieuse. Le processus cognitif d'anticipation, il a un contraire. Le contraire d'anticiper, d'un point de vue psychologique, c'est préparer. Anticiper, c'est je suis dans mon lit, je rumine, je ressasse, je me projette. C'est anxiogène, il n'y a rien de concret et ça ne me donne aucune dimension temporelle à laquelle je peux m'accrocher. En gros, c'est Spielberg, tu te fais flipper. Tu es un Jurassic Park mental à l'idée de reprendre le boulot. Euh, le contraire d'anticiper, c'est préparer. Ça veut dire quoi? Préparer, c'est que ça n'est pas que mental, c'est physique. Je vais expliquer. C'est-à-dire que c'est les muscles qui bougent, pas juste la tête. C'est anxiolytique, c'est-à-dire que ça fait baisser le niveau d'anxiété et ça te redonne de la prise sur la courbe temporelle. Concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que tu appelles ton médecin, tu appelles ton RH, ou alors il t'appelle si tu as une bonne boîte. On prépare ton retour. Et la préparation du retour, le lien qui est tissé à ce moment-là, ça va dépendre aussi de la formation du RH, hein, de la délicatesse et de l'élégance des propos.
Je reviendrai dessus pour expliquer pourquoi je dis ça. Si on sait faire ce qu'on appelle, nous, une socialisation organisationnelle, c'est-à-dire si on sait resocialiser le salarié en le réintégrant tout doucement, en lui donnant les infos dont il a besoin, en le rassurant par rapport au fait qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit comme avant, mais au contraire, qu'on réapprenne ensemble à travailler de façon saine, alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'anxiété anticipatrice. C'est comme si tu me disais, je suis très bien préparé pour le bac, je ne stresserai pas. Je dirais, ah, verra la veille. Bon, si tu stresseras, mais est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. C'est juste que ton corps, ton cerveau, il mobilise l'énergie nécessaire à la performance le jour de la soutenance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça marche bien. Donc, tu auras un petit peu de stress, mais beaucoup moins que si tu n'avais rien préparé. Pourquoi je disais que c'est important d'avoir des RH qui sont formés? Parce que, alors, le parallèle que je vais faire est un peu hard, mais j'aimerais que nos auditeurs le comprennent simplement dans le processus de raisonnement. Quand il y a des suicides, malheureusement, j'ai dit au départ, hein, je ne me sais pas menti, je vous ai dit que je gagne à être méconnu. Mes équipes et moi, on est amenés à gérer un certain nombre de suicides tous les ans. Le pire à faire quand on est employeur, c'est de dire, il y a eu un suicide, de toute façon, Bernard avait une vie personnelle très compliquée depuis quelque temps. Ça, c'est le pire. C'est-à-dire que la présomption d'imputabilité personnelle, c'est une erreur stratégique dramatique de la part d'un employeur. On n'a surtout pas de présomption d'imputabilité. Il était en train de divorcer, sa femme avait un cancer, il était surtout pas. Et la fonction RH, parfois, moi je l'ai vu, alors, pas tout le temps, et heureusement de moins en moins, il faut le reconnaître, elle est vachement montée en compétence ces dernières années, la fonction RH, globalement, mais il arrive encore de temps en temps que des gens accueillent en disant, bah oui, oui, on sait que c'était pas facile pour toi à ce moment-là, tu avais plein de problèmes perso, parce que ce que ça te laisse entendre, c'est, écoute, on ne questionnera pas le travail, et ce qui t'est arrivé, ça t'appartient et on ne veut pas entendre parler. Tu laisses tes problèmes personnels sur le parking, ce qui est une hérésie managériale de dire ça. Et en plus, c'est une culpabilité additionnelle, c'est une honte additionnelle. Et restaurer ces émotions de honte et de culpabilité quand tu as essayé de t'en séparer depuis quelques mois pendant ton arrêt et voir que la personne qui est censée t'aider, en fait, elle crée un climat d'insécurité psychologique, c'est déjà la certitude que ton retour, il est foiré. Alors justement, par rapport à ça, la personne, quand elle revient, une fois qu'il a été préparé, par rapport au suivi, à l'intégration, qu'est-ce que tu conseilles au manager? Bah, le premier jour, au niveau de l'accueil, et puis pour la suite, pour les jours qui vont suivre, et puis les semaines qui vont suivre. Bah, pour moi, c'est J1, J2, J5 et ensuite une fois par semaine enfin, premier jour, l'accueil. Deuxième jour, ça s'est passé comment hier, ça s'est passé comment aujourd'hui. Le vendredi, si tant est que la personne reprenne le lundi, hein. Le vendredi, on fait un petit point sur la semaine. Et puis ensuite, tous les vendredis, on se prend un petit point. Ça peut être un point court, hein. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on cale des points de 30 minutes. Parfois même, au bout d'un certain temps, des points de 15 minutes. C'est pas grave. Et puis au final, après, on fera des points, on va renormaliser la situation, des points avec toutes les personnes de l'équipe. Mais là encore, ce qui compte, c'est d'avoir de la fréquence pour avoir une bonne régulation des dérapages. Parce que le propre d'un projet, c'est de déraper. Le propre d'un retour au travail, c'est que parfois, il y a un petit problème de gouvernail. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, il suffit de se le dire pour dire c'est parce qu'on sait que parfois, on aura ce petit problème de gouvernail qu'il nous faut restaurer régulièrement la trajectoire pour ne pas que ça dévie complètement. Alors je vois que l'heure tourne, et c'est super intéressant. Alors je profite de ce moment. Euh, pour les entreprises qui justement savent pas trop comment s'y prendre quand elles sont confrontées à un burn-out ou avant, ça serait quoi en fait la bonne démarche? Ça serait éventuellement de réfléchir en amont à comment on peut gérer si un burn-out se déclenche dans l'entreprise. Ça voudrait dire de faire de la prévention, mais bien en amont. Ou alors de capitaliser quand il y en a un qui arrive. Évidemment, bon, bah, c'est moins bien, mais ça permet quand même de faire aussi quelque chose ensuite. Comment les entreprises peuvent se préparer à ça pour savoir comment accompagner un En fait, burn-out? les deux astuces que tu proposes, elles sont pertinentes. Le meilleur burn-out, c'est celui qu'on évite avec une saine stratégie de prévention, nécessairement. Les entreprises qui mettent en place une politique de prévention des risques psychosociaux solide, Mm. ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas de burn-out, hein. Enfin, rappelons à nos auditeurs, moi j'enseigne dans 3 universités. Quand on parle d'un risque psychosocial, qu'est-ce que c'est qu'un risque Mm. scientifiquement? C'est la probabilité d'apparition d'un trouble.
Donc, s'il y a un risque, c'est scientifiquement la probabilité d'apparition d'un trouble. La probabilité zéro, elle n'existe pas. Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on ait 30% de probabilité d'apparition de burn-out et qu'on passe à 5-6%. Bah, déjà, c'est génial. On a divisé par 6 la probabilité. C'est quand même formidable. C'est ça la prévention. La prévention, c'est la lucidité quant au caractère inéluctable de certains risques, mais simplement, on va en réduire la probabilité d'apparition. Euh, donc, de faire de la vraie prévention, c'est la première chose. Mais la vraie prévention, c'est aussi faire du post-mortem, c'est-à-dire il y a eu un burn-out, qu'est-ce qu'on en apprend ensemble? Comment on change les choses? Là encore, quand on fait de la prévention, moi souvent ce que je dis, c'est que la prévention, c'est comme un filet de pêche. Le but du jeu, c'est de resserrer les mailles pour que les baleines ne passent plus et qu'ils passent juste quelques petits poissons de temps en temps. On aura beaucoup moins de gros problèmes, on aura quelques tout petits problèmes et ça, c'est mieux. Mais malgré tout, parce qu'on ne maîtrise pas complètement le fond de l'océan, il arrive parfois que le filet craque et qu'une baleine passe. Et bien, lorsque la baleine est passée, ce qu'on doit faire en tant que pêcheur, c'est de se dire, OK, comprenons qu'est-ce qui a abîmé le filet, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas vu, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réagi assez vite et comment on pourra faire différemment. Dans les entreprises qui vont, tu sais, il y a une courbe dans nos métiers, ce qu'on appelle la courbe de Bradley, qui permet de savoir quel est le niveau de maturité des entreprises sur les questions de santé-sécurité au travail. Ben, les entreprises qui sont très matures sur les sujets, elles analysent leur presque accident. Il n'y a pas eu d'accident, mais là, il y a eu une chute, il y a eu un début de chute. Comment on analyse pour pouvoir s'améliorer? Moi, j'ai beaucoup bossé dans le nucléaire, qui a une culture énorme, et heureusement, de la prévention du risque. Bah, leur métier, c'est justement d'analyser tout ce qui est possible et imaginable dans les équipes qu'on appelle facteurs humains, les FOH, pour essayer de comprendre à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose qui dévie par rapport à la sécurité ou la santé, comment on peut endiguer ça au mieux les fois d'après? La prévention en santé, c'est comme la prévention en sécurité. Tu ne peux pas dire à tes collaborateurs, écoutez, cette semaine, la première semaine de janvier, pour bien commencer l'année, on va tous faire de la prévention et porter nos équipements de protection individuelle. Et puis ensuite, on va faire tous n'importe quoi. Ben non, c'est quelque chose qui est en filigrane, c'est quelque chose qui est longitudinal, c'est quelque chose qu'on va modifier de façon culturelle. C'est pour ça que moi je dis souvent, la prévention des risques psychosociaux dure 3 ans, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de changer uniquement des pratiques, parce que pour changer des pratiques durablement, il faut qu'il y ait une culture de la prévention qui s'instaure. Et la culture de la prévention, c'est aussi un executive management qui n'envoie pas des mails à minuit, qui met en place des actions correctes, qui prend soin de lui, qui ne considère pas que le travail, c'est qu'une question d'heures. Parce que toutes celles et ceux qui pensent que le travail n'est qu'une question d'heures, ils finissent toujours par détruire de la valeur, alors qu'ils sont là pour en créer. Une heure ne vaut pas une heure. Une heure, quand tu n'as pas dormi de la nuit, que tu as une fièvre pas possible et que tu es malade, c'est pas la même chose du tout qu'une heure où tu reviens de vacances, tu es plein de balles et tu es trop content de commencer dans ta nouvelle équipe. Tout à fait, tout à fait. Et je voulais te demander par rapport à ça, parce que comme tu parlais du nucléaire, moi qui ai beaucoup travaillé aussi dans l'industrie, c'est vrai que quand il y a un accident physique, bien souvent dans les grandes entreprises, on fait un arbre des causes et on analyse en fait la manière dont s'est déroulé l'accident et qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vrai que dans le cas d'un burn-out, finalement, le retour, s'il n'y a pas de préparation, comme ça a pu être évoqué tout à l'heure, où on se dit, on analyse le contexte organisationnel pour savoir ce qui s'est passé, sinon dans bien des entreprises, en fait, la personne revient, pas comme si de rien n'était, mais enfin pas loin pour certains. Et on a l'impression qu'on ne fait pas en fait la même étude pour un accident physique que pour un accident qui serait en santé mentale. Voilà. Non, pour l'instant, on est encore un peu plus frileux pour les problématiques de santé mentale. Après, moi, je vois dans l'industrie pas mal de très grandes boîtes qui maintenant prennent ça en considération. Les choses évoluent et c'est heureux. Après, on vit encore dans une société qui est assez patriarcale et viriliste, dans lesquelles certains considèrent encore que les problèmes de santé mentale sont plutôt, passe-moi l'expression, des trucs de bonnes femmes, comme on peut Ouais. l'entendre encore malheureusement. Alors déjà, c'est négliger complètement les statistiques de l'Institut national de veille sanitaire, de la DARES sur les sujets. C'est un stéréotype misogyne et stupide, mais on l'entend encore un petit peu. La bonne nouvelle, je vais être un peu cynique, c'est qu'il y a un peu de darwinisme à ce sujet-là. C'est que celles et ceux qui pensent ça et qui sont en situation de responsabilité, souvent ne le restent pas trop parce que les environnements dans lesquels ils sont périclitent. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des avis stéréotypés, misogynes, sexistes et très old school, en fait, c'est souvent des gens qui sont exclus de leur collectif de travail parce qu'ils n'ont jamais été capables de repenser ou d'être un peu réflexifs. Et globalement, les entreprises qui tirent leur épingle du jeu sont quand même plutôt celles qui savent fonctionner de manière plus humaine et donc plus stratégique sur ces sujets-là.
Bon, écoute, Adrien, on arrive à la fin de notre épisode. Je voulais te demander pour toi, pour résumer, quels seraient les 3 points essentiels pour faire un retour réussi en entreprise? La première chose, c'est d'être lucide sur ce qui s'est passé. Hein, si ton meilleur ami se liquide une bouteille de whisky le vendredi soir à 17 heures pour l'apéro avec toi et qu'il te dit je suis festif, il n'est pas festif, il est alcoolique. Et s'il ne reconnaît pas qu'il y a un problème dans sa consommation, alors il ne pourra jamais prendre en charge ce Mm. qui est en train de lui arriver. Donc la première des choses, c'est être lucide sur le fait que oui, c'est un épuisement professionnel qui est lié aux conditions de travail. Il nous faut donc agir dessus. Je l'ai dit, la lucidité nous fait avancer, c'est le déni qui nous ralentit. Deuxièmement, c'est d'impliquer celles et ceux qui sont exposés au quotidien aux mêmes conditions de travail, c'est-à-dire les collègues qui vivent dans la même équipe, les mêmes contraintes avec les clients, les mêmes incivilités des uns et des autres. Mais c'est de faire émerger de celles et ceux de ce qu'on appelle l'équipe naturelle qui vivent les mêmes contraintes, qui sont exposés aux mêmes facteurs, les facteurs les plus explicatifs de leurs tensions et de leurs difficultés pour trouver avec eux des solutions adéquates qu'on met en place. On est lucide, on prend l'information au plus près de celles et ceux qui incarnent la compétence au quotidien et qui étaient exposés. Et puis, troisièmement, dans les actions qu'on met en place, on veille à ce que ce soit longitudinal et en informer la personne qui reprend le travail pour, un, la culpabiliser, deux, la soutenir et trois, l'accompagner dans la durée. Là, juste, alors je t'ai demandé de résumer, mais là, ce que tu viens de me dire, en fait, me fait venir une question que j'ai envie de te poser avant de te quitter. C'est, et si, en fait, la personne, elle se rend compte qu'il n'y a aucune préparation quand elle revient, qu'est-ce que tu lui conseilles? Je lui conseille d'évoquer son insatisfaction avec sa RH ou son manager et si jamais ça n'est pas pris en considération, alors on peut en parler avec ses représentants du personnel et autres, en tout cas avec les préventeurs de l'entreprise. Si ça n'est pas pris en considération, alors, comme disait mon grand-père, si on ne peut pas faire contre son patron, on peut faire sans. Hmm. Il y a parfois des évitements qui sont sains. Et malheureusement, l'être humain, il préfère souvent le connu, même s'il est toxique, que l'inconnu, même s'il pourrait être sain. Eh bien, il me semble qu'il y a parfois des évitements nécessaires et qu'il faut parfois quitter les environnements toxiques pour restaurer sa santé dans un environnement qui est propice à la sérénité et à la productivité. Merci beaucoup, Adrien. Je voulais te demander, est-ce que pour conclure, il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, mais tu te dis, ça serait quand même bien que j'en parle? Or, il y a plein de sujets Ah oui, j'imagine. sur le climat de sécurité psychologique, sur les besoins fondamentaux, parce que là encore, quand les personnes dévissent, on sait aujourd'hui ce que sont les besoins fondamentaux d'un être humain en situation de travail. On peut dire ciao à Maslow, qui est antidaté, débunké depuis maintenant 40 ans. Et ça serait important que tous les managers soient formés pour comprendre ce que sont les besoins fondamentaux des individus en situation de travail en 2024, d'autant que scientifiquement, c'est maintenant très, très, très étayé, parce que nourrir ces besoins fondamentaux, on a aujourd'hui les preuves scientifiques et en langue française, parce que les expériences pour un certain nombre d'entre elles ont été faites en France, donc on ne peut pas dire que c'est juste un truc américain ou coréen ou quoi que ce soit. On a les connaissances scientifiques françaises actualisées qui montrent les besoins fondamentaux et qui montrent que leur présence est inversement corrélée à la taux de fréquence des burn-out. En gros, si on satisfait les besoins fondamentaux, on baisse incroyablement l'apparition des burn-out. Donc oui, pour le prochain podcast, on aura des choses à se raconter. Bon, bah super. Donc, on se donnera un prochain rendez-vous alors. En tous les cas, merci beaucoup, Adrien, pour cet épisode que les gens vont trouver, j'en suis sûre, mais hyper intéressant parce qu'il est d'une très grande richesse. Donc, je te remercie beaucoup pour cet épisode. Eh bien, avec grand plaisir, et comme j'ai coutume de finir souvent, ne prenons pas notre mal en patience, mais préférons prendre notre bien en urgence. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous nos auditeurs. Merci pour ce mot de la fin. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.